Sauver une vie, le mystère du poison mortel. C'était à 3h47 du matin, quand un bruit terrifiant a arraché Aïssatou Diallo de son sommeil paisible. Un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, comme une âme luttant pour rester dans un corps. Ce bruit traversait les murs fins de son petit appartement, porté par le vent depuis l'immense bâtiment de verre en face, où elle travaillait comme femme de ménage la nuit. Aïssatou s'est redressée dans son lit, le cœur battant à tout rompre. Cela faisait 15 ans qu'elle nettoyait des bureaux, et elle connaissait tous les bruits d'un immeuble la nuit. Mais là, c'était différent, c'était mauvais. Le son, un mélange de suffocation et de désespoir, continuait, résonnant dans les rues silencieuses de la ville. Elle a saisi son téléphone, enfilé son uniforme et couru vers le bâtiment de recherche de l'hôpital mémorial où elle travaillait. Le gardien de sécurité à l'entrée a été surpris de la voir. « Aïssatou, ton service ne commence que dans 3 heures. »« J'ai entendu quelque chose », a-t-elle répondu, essoufflée. « Quelqu'un est en danger là-haut. » Ils ont pris l'ascenseur jusqu'au 40e étage, où se trouvaient les bureaux des cadres. Le bruit de suffocation devenait plus fort à mesure qu'ils approchaient du bureau d'angle appartenant à Marc Dupont. Un milliardaire de la technologie qui avait fait don de millions à l'hôpital pour ses programmes de recherche. La porte était déverrouillée. À l'intérieur, ils ont trouvé Marc Dupont par terre, entouré de papiers éparpillés et d'une tasse de café renversée. Il était conscient, mais peinait à respirer. Son visage était pâle et couvert de sueur. Ses yeux étaient grands ouverts, pleins de terreur, et ses mains grattaient sa gorge comme si quelque chose d'invisible l'étranglait. « Appelle les secours !» a crié Aïssatou au gardien pendant qu'elle s'agenouillait près de Marc. Elle avait suivi des cours de premier secours, mais ce qu'elle voyait était hors de son expérience. Son pouls était rapide, sa respiration était faible et saccadée, mais il n'y avait aucune blessure visible. Pas de sang, pas de signe de crise cardiaque ou d'AVC. « Monsieur, vous m'entendez ?» a-t-elle demandé en posant doucement une main sur son épaule. Les yeux de Marc se sont fixés sur les siens, et elle a vu quelque chose qui lui a retourné l'estomac. Ce n'était pas seulement de la peur dans son regard, c'était de la confusion, comme s'il ne comprenait pas ce qui arrivait à son propre corps. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, suivis par le docteur Lambert, chef des urgences de l'hôpital. Pendant qu'il s'occupait de Marc, Aïssatou s'est écartée et a observé. Elle avait toujours été attentive, une qualité qui lui était utile dans son travail de ménage. Elle remarquait des détails que d'autres ignoraient, pendant que l'équipe médicale se concentrait sur les signes vitaux de Marc. Aïssatou a regardé autour d'elle dans le bureau. Quelque chose semblait étrange dans cet espace. L'air semblait épais, presque lourd. Il y avait une odeur bizarre, douce mais désagréable, qu'elle ne pouvait pas identifier. Les plantes dans le coin du bureau semblaient faner, leurs feuilles brunies sur les bords. Ses niveaux d'oxygène sont normaux, a dit le docteur Lambert en fronçant les sourcils. Son rythme cardiaque est élevé, mais l'électrocardiogramme est bon. Sa tension artérielle est haute, mais pas dangereusement. Marc a essayé de parler, mais n'a réussi qu'à murmurer « Je ne peux pas respirer ». Alors qu'il le mettait sur une civière, les yeux de Marc ont trouvé Aïssatou à nouveau. Il a tendu la main faiblement, et elle l'a prise. « Aidez-moi », a-t-il chuchoté si bas que seule elle pouvait l'entendre. L'ambulance a emmené Marc aux urgences, laissant Aïssatou seule dans le bureau avec le gardien. Elle aurait dû rentrer chez elle, mais quelque chose la retenait là. Elle a marché lentement dans le bureau, son instinct de femme de ménage prenant le dessus. Elle a remarqué que la moquette près du bureau de Marc était légèrement humide. Bien qu'il n'y ait aucun signe de liquide renversé, la bouche d'aération au-dessus de son bureau émettait un léger bourdonnement, différent des autres. « Nuit étrange », a dit le gardien en secouant la tête. Monsieur Dupont semblait bien quand il est arrivé vers minuit. Il a dit qu'il ne pouvait pas dormir et voulait travailler sur un projet. Aïssatou a hoché la tête, mais son attention était ailleurs. Sur le bureau de Marc, partiellement caché sous les papiers éparpillés, il y avait une petite plante en pot qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle était différente des autres plantes du bureau. Celle-ci avait des feuilles épaisses et cireuses, et de minuscules fleurs blanches qui dégageaient cette odeur douce et désagréable qu'elle avait remarquée plus tôt. Elle a commencé à tendre la main vers elle, puis s'est arrêtée. Quelque chose dans cette plante la mettait mal à l'aise. Elle semblait assez innocente, mais il y avait une lueur étrange sous la lumière du bureau qui l'a fait reculer. « Je dois aller à l'hôpital », a-t-elle dit au gardien. « Peux-tu fermer ici ?» À l'hôpital, Aïssatou a trouvé le chaos dans le service des urgences. L'état de Marc Dupont s'était aggravé pendant le transport. Sa respiration était plus laborieuse, et il avait du mal à rester conscient. Le docteur Lambert consultait un cardiologue, un neurologue et un toxicologue, mais aucun d'eux ne pouvait expliquer ce qui se passait. Ses analyses de sang reviennent normales, a dit le docteur Lambert à ses collègues. Aucun signe d'empoisonnement, aucune drogue dans son système, aucune indication d'infection ou de maladie. Aïssatou s'est approchée du poste des infirmières. « Excusez-moi, je suis celle qui a trouvé Monsieur Dupont. Puis-je aider d'une manière ou d'une autre ?» L'infirmière l'a regardé avec surprise. « Êtes-vous de la famille ?»« Non, je travaille dans son immeuble. Je nettoie son bureau. » L'expression de l'infirmière a légèrement changé, devenant plus distante.
Je suis désolé, mais seules les familles peuvent obtenir des informations sur les patients. Mais le docteur Lambert a entendu et s'est approché. C'est vous qui l'avez trouvé? Oui, monsieur, je l'ai entendu depuis mon appartement de l'autre côté de la rue. Le bruit était terrible. Le docteur Lambert a étudié son visage. Vous l'avez entendu de l'autre côté de la rue? C'est assez loin. Je sais que ça semble étrange. Mais c'est vrai, et il y avait autre chose. Aïssatou a hésité, consciente de combien elle pouvait paraître folle. Il y avait une plante dans son bureau. Une petite sur son bureau. Je nettoie ce bureau depuis 3 ans. Et je n'ai jamais vu cette plante avant. Le docteur Lambert a froncé les sourcils. Une plante? Oui, monsieur. Elle avait une odeur douce. Mais pas agréable. Et les autres plantes dans le bureau semblaient malades. Le médecin a échangé un regard avec ses collègues. Pouvez-vous décrire cette plante? Aïssatou a décrit la plante du mieux qu'elle pouvait. Et elle a vu les expressions des médecins devenir plus sérieuses. Le toxicologue, le docteur Chen, s'est avancé. Cela ressemble à une plante de la famille des Apostinacées, a-t-il dit. Certaines de ces plantes peuvent être toxiques si leurs huiles sont libérées dans l'air. Mais ces analyses de sang sont propres, a souligné le docteur Lambert. Toutes les toxines végétales ne se détectent pas dans les tests sanguins standards, a répondu le docteur Chen. Et si c'est une toxine aérienne, elle pourrait ne pas entrer dans le sang en quantité détectable. Ils ont décidé d'envoyer une équipe dans le bureau de Marc pour récupérer la plante et tester la qualité de l'air. Pendant ce temps, l'état de Marc continuait de se détériorer. Sa respiration devenait plus faible, et sa peau prenait une teinte grisâtre qui terrifiait Aïssatou. Elle s'est mise à penser à sa grand-mère, qui l'avait élevée dans la campagne du Sénégal avant qu'elle ne vienne en France. Grand-mère Fatou avait été une femme sage qui connaissait les plantes et leurs effets sur les gens. Elle avait appris à Aïssatou que les plantes pouvaient guérir, mais aussi nuire. Plus importante encore, elle lui avait enseigné que parfois, les solutions les plus simples étaient les plus efficaces. Au fil des heures, alors que d'autres spécialistes arrivaient pour examiner Marc, Aïssatou restait à proximité. Elle n'avait nulle part où aller, et quelque chose en elle lui disait qu'elle devait être là. Elle observait alors que docteur après docteur essayait différents traitements. Mais rien ne semblait aider. Ce qui était étrange, c'est que l'état de Marc semblait se stabiliser chaque fois qu'elle était dans la pièce. Les infirmières l'avaient remarqué aussi, bien qu'elle ne disait rien. Quand Aïssatou sortait pour prendre un café ou aller aux toilettes, la respiration de Marc devenait plus laborieuse. Quand elle revenait, il se calmait légèrement. C'est comme s'il savait que vous êtes là, lui a murmuré une infirmière pendant les premières heures du matin. Aïssatou a regardé le visage pâle de Marc et s'est souvenu de la façon dont il l'avait regardé dans son bureau. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sorte de reconnaissance, pas romantique, mais plus profonde, comme s'il savait, d'une certaine manière, qu'elle était importante pour ce qui lui arrivait. Alors que le soleil commençait à se lever sur la ville, l'état de Marc Dupont a pris un tournant encore pire. Sa respiration est devenue si laborieuse que le docteur Lambert a décidé de le mettre sous respirateur. Mais même avec la machine qui l'aidait à respirer, son corps semblait mener une bataille que les médecins ne comprenaient pas. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, a admis le docteur Lambert à son équipe. C'est comme si son corps rejetait quelque chose. Mais nous ne pouvons pas identifier quoi. Aïssatou, qui écoutait depuis le couloir, a senti un frisson lui parcourir l'échine. Elle a repensé aux enseignements de sa grand-mère sur les plantes qui pouvaient guérir et nuire. Et elle a commencé à se demander si la réponse au problème de Marc Dupont ne se trouvait pas dans la médecine moderne, mais dans la vieille sagesse que sa grand-mère lui avait transmise. La première partie de ce qui allait devenir la nuit la plus extraordinaire de sa vie venait juste de commencer. L'équipe que le docteur Lambert avait envoyée dans le bureau de Marc Dupont est revenue avec des nouvelles inquiétantes. La plante qu'Aïssatou avait décrite était bien toxique, mais ce n'était pas une plante ordinaire. C'était une espèce rare que le docteur Chen n'avait lue que dans des revues médicales sur les régions tropicales. Elle s'appelle Nurium indicum, a expliqué le docteur Chen à l'équipe médicale réunie. C'est extrêmement rare en Europe. Les huiles de ces fleurs peuvent causer une détresse respiratoire. Mais voici la partie étrange. La plante que nous avons trouvée dans le bureau de M. Dupont semble avoir été cultivée délibérément pour maximiser ses propriétés toxiques. Le docteur Lambert a froncé les sourcils. Vous dites que quelqu'un a placé cette plante là intentionnellement? C'est ce qu'il semble. La composition du sol, les nutriments spécifiques utilisés pour la faire pousser, même la manière dont elle était positionnée pour capter la circulation d'air des ventilations. Tout suggère que c'était planifié. Les implications étaient énormes. Quelqu'un avait essayé d'empoisonner Marc Dupont avec une méthode si sophistiquée qu'elle avait trompé 10 des meilleurs médecins du pays. Mais pourquoi? Et surtout, comment Mowgli contrer les effets alors qu'il ne comprenait toujours pas complètement comment le poison fonctionnait? Aïssatou, qui écoutait discrètement depuis le couloir, sentit son cœur s'accélérer. Elle avait déjà vu quelque chose de similaire. Pas en personne, mais dans les histoires que sa grand-mère lui racontait. Des histoires sur des plantes qui pouvaient être utilisées comme médecine ou comme poison. Selon la manière dont elles étaient préparées. Elle s'est approchée du docteur
Lambert avec prudence. Docteur, puis-je vous poser une question? Il a levé les yeux du dossier qu'il étudiait. Bien sûr, vous avez été utile jusqu'à présent. Quand vous avez testé l'air dans le bureau de Monsieur Dupont, avez-vous trouvé quelque chose d'inhabituel concernant les niveaux d'humidité? Le docteur, Chen a semblé surpris. En fait, oui. L'humidité était bien plus élevée que la normale pour cet immeuble. Nous avons supposé que c'était dû à un dysfonctionnement du système de climatisation. Aïssatou a hoché la tête. Et la température était légèrement plus chaude que dans les autres bureaux? Pourquoi demandez-vous cela? Ma grand-mère me racontait des histoires sur certaines plantes qui ne libèrent leurs huiles les plus fortes que sous des conditions spécifiques. Une forte humidité et des températures chaudes pourraient rendre une plante comme celle-ci beaucoup plus dangereuse. Les médecins ont échangé des regards. Cette femme de ménage posait des questions auxquelles aucun d'eux n'avait pensé. Le docteur, Lambert a pris une décision. Madame Diallo, seriez-vous prête à nous aider? Vous semblez avoir des connaissances sur les plantes qui pourraient être utiles. Aïssatou a ressenti un mélange de fierté et de peur. Je ferai tout ce que je peux pour aider. Mais je dois vous dire que je ne suis pas médecin. J'ai juste appris des choses de ma grand-mère. Parfois, la meilleure médecine vient des sources les plus anciennes, a dit le docteur, Lambert avec gentillesse. Ils ont fait entrer Aïssatou dans la salle de conférence où le cas de Marc était discuté. Sur la table, il y avait des photos de la plante, des rapports sur la qualité de l'air et les dossiers médicaux de Marc. En regardant les images, Aïssatou a senti un frisson de reconnaissance. J'ai déjà vu cette plante, a-t-elle dit doucement. Tous les regards se sont tournés vers elle. Où? A demandé le docteur, Chen. Pas en personne, mais dans les vieux journaux de ma grand-mère. Elle prenait des notes sur les plantes et leurs propriétés. Elle avait appris de sa grand-mère, qui avait appris de la sienne. Cette plante, elle n'est pas censée être ici. Elle vient d'un endroit où l'air est toujours humide et chaud. Le docteur, Lambert s'est penché en avant. Que vous rappelez-vous d'autre à son sujet? Aïssatou a fermé les yeux, essayant de se souvenir des histoires de sa grand-mère. Elle disait que cette plante était utilisée par des gens qui voulaient rendre quelqu'un malade sans que personne ne sache ce qui causait la maladie. La personne devenait de plus en plus malade, mais les médecins ne trouvaient rien d'anormal. Cela correspond à ce que nous voyons avec Monsieur Dupont, a dit le docteur, Chen d'un ton sombre. Mais ma grand-mère disait aussi que pour chaque plante qui pouvait nuire, il y avait généralement une autre plante qui pouvait guérir. Aïssatou a rouvert les yeux. Elle disait que les gens qui utilisaient cette plante poison connaissaient aussi l'antidote. Le docteur, Lambert a senti une lueur d'espoir. Savez-vous quel est l'antidote? Aïssatou a secoué la tête. Pas exactement, mais je sais où nous pourrions trouver la réponse. Elle a expliqué que les journaux de sa grand-mère étaient rangés dans une malle chez elle. Ces journaux contenaient des générations de connaissances sur les plantes transmises dans sa famille. S'il y avait un antidote au poison qui affectait Marc Dupont, il pourrait être consigné dans ces pages. Mais il y a un problème, a continué Aïssatou. Les journaux sont écrits dans un mélange de français et d'un vieux dialecte que je ne comprends pas entièrement. Et certains noms de plantes sont dans des langues que je ne reconnais pas. Le docteur, Lambert a pris une autre décision rapide. Nous trouverons une solution. Pouvez-vous aller chercher les journaux? Pendant qu'Aïssatou partait récupérer les journaux de sa grand-mère, l'équipe médicale continuait de surveiller l'état de Marc. Il était stable sous respirateur, mais son corps menait clairement une bataille. Sa température fluctuait, son rythme cardiaque restait élevé. Et plus inquiétant encore, ses niveaux d'oxygène diminuaient lentement malgré la machine qui respirait pour lui. Le docteur, Lambert a appelé des collègues du monde entier. Si c'était un poison exotique, il avait besoin d'experts qui comprenaient les plantes tropicales et leurs effets sur le corps humain. En quelques heures, il avait des botanistes, des toxicologues et des experts en médecine traditionnelle en consultation par vidéoconférence. Mais au fil des heures, l'état de Marc continuait de se détériorer. Le poison exotique gagnait la bataille, et la médecine moderne semblait impuissante à l'arrêter. Aïssatou est revenu avec une petite malle usée qui avait appartenu à sa grand-mère. À l'intérieur, il y avait des dizaines de journaux, de carnets et de feuilles volantes couvertes d'une écriture fanée. L'odeur de vieux papier et d'herbes séchées a rempli la salle de conférence lorsqu'elle a ouvert la malle. Elle a commencé à tenir ces journaux quand elle était toute jeune, a expliqué Aïssatou. Sa grand-mère lui avait appris que la connaissance était la chose la plus précieuse qu'on pouvait transmettre à la génération suivante. Le docteur, Chen a pris un des journaux et l'a feuilleté avec précaution. Les pages étaient remplies de dessins détaillés de plantes, de notes sur leurs propriétés et de recettes pour divers remèdes. Certaines pages étaient en français clair, d'autres dans ce qui semblait être un dialecte qu'il ne reconnaissait pas. C'est incroyable, a-t-il dit. Votre grand-mère a documenté des choses qui ne figurent dans aucun manuel médical moderne. Ils ont divisé les journaux entre les membres de l'équipe et ont commencé à chercher toute référence à la plante poison ou à son antidote. C'était un travail lent, rendu plus difficile par le mélange de langues et l'écriture fanée. Mais peu à peu, ils ont commencé à reconstituer une image de la manière dont la plante fonctionnait et de ce qui pourrait contrer ses effets. La percée est venue lorsque le docteur,
Shen a trouvé une page avec un dessin détaillé de la plante poison. À côté, il y avait un autre dessin d'une plante beaucoup plus simple, avec des notes en français sur la manière dont elle pouvait purifier l'air qui rend les gens malades. Regardez ça, a-t-il appelé les autres. La plante antidote est beaucoup plus commune. C'est en fait une sorte de menthe qui pousse dans la plupart des climats tempérés. Aïssatou a regardé le dessin et a senti son cœur se serrer. Ce n'est pas n'importe quelle menthe. C'est une variété spécifique que ma grand-mère appelait la menthe guérisseuse. Elle est différente de la menthe ordinaire. Différente comment ? A demandé le docteur Lambert. Elle doit être préparée d'une manière très spécifique. Les huiles doivent être extraites selon une méthode que ma grand-mère avait apprise de sa grand-mère. Et elle doit être fraîche. Elle ne peut pas être séchée ou transformée. L'équipe s'est regardée. Ils avaient trouvé l'antidote, mais ils n'avaient pas encore le remède lui-même. La menthe guérisseuse devait être préparée correctement. Et seul Aïssatou avait les connaissances pour le faire. Mais il y avait un autre problème. Où pouvons-nous trouver cette menthe guérisseuse ? A demandé le docteur Lambert. Aïssatou a réfléchi un instant. Ma grand-mère en faisait pousser dans son jardin. Quand elle est morte, j'en ai transplanté une partie dans un jardin communautaire près de mon appartement. Je ne suis pas sûr qu'elle y soit encore, mais ça vaut le coup de vérifier. Alors qu'il se préparait à envoyer quelqu'un chercher la menthe guérisseuse, l'état de Marc a pris un autre tournant pour le pire. Ses niveaux d'oxygène ont chuté à des niveaux dangereux, et son rythme cardiaque est devenu irrégulier. Le docteur Lambert a pris la difficile décision de le mettre sous un soutien vital plus intensif. Nous manquons de temps, a-t-il dit à l'équipe. Si nous ne trouvons pas un moyen de contrer ce poison rapidement, nous allons le perdre. Aïssatou a senti le poids de la responsabilité sur ses épaules. La vie de cet homme dépendait des connaissances de sa grand-mère et de sa capacité à se souvenir des anciennes méthodes. Mais en regardant le visage pâle de Marc à travers la vitre de sa chambre, elle a aussi ressenti autre chose. De la détermination. Sa grand-mère lui avait appris que guérir, c'était plus que de la médecine. C'était prendre soin des gens et ne jamais abandonner. Je trouverai la menthe, a-t-elle dit fermement. Et je la préparerai comme ma grand-mère me l'a appris. Nous allons le sauver. Mais en quittant l'hôpital pour chercher la menthe guérisseuse, Aïssatou ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelqu'un ne voulait pas que Marc Dupont se rétablisse. La plante poison n'était pas apparue dans son bureau par hasard. Quelqu'un l'avait mise là, sachant exactement ce qu'elle ferait. Et si cette personne découvrait qu'un antidote existait, elle pourrait essayer de l'empêcher de l'utiliser. La course pour sauver la vie de Marc Dupont ne faisait que commencer. Et Aïssatou allait découvrir que parfois, la plus grande guérison vient des endroits les plus inattendus. Une collègue mémorable. Pendant qu'Aïssatou se préparait à partir pour le jardin communautaire, elle a croisé une collègue de longue date, Marianne, une autre femme de ménage qui travaillait dans le même immeuble. Marianne était une femme d'une 50aine d'années, petite et robuste, avec des cheveux gris attachés en un chignon serré. Son visage était marqué par des années de dur labeur, mais ses yeux brillaient toujours d'une lueur malicieuse. Elle portait toujours un tablier usé avec des poches remplies de petits objets qu'elle ramassait, des stylos perdus, des pièces de monnaie, des épingles à cheveux. Aïssatou, qu'est-ce qui se passe ? A demandé Marianne. Sa voix rauque mais pleine de chaleur. J'ai entendu dire que tu as trouvé Monsieur Dupont dans un sale état. Aïssatou a brièvement expliqué la situation. Et Marianne a hoché la tête. Ses lèvres pincées. Fais attention, ma chère. Les gens riches comme lui, ils ont des ennemis qu'on ne voit pas venir. Mais si ta grand-mère t'a appris quelque chose, utilise-le. Elle savait des choses que ces docteurs en blouse blanche ne comprendront jamais. Le soutien simple mais sincère de Marianne a donné à Aïssatou un regain de courage alors qu'elle se dirigeait vers le jardin. La tension monte. En arrivant au jardin communautaire, Aïssatou a trouvé la parcelle où elle avait transplanté la menthe guérisseuse de sa grand-mère. Heureusement, quelques plants étaient encore là, leurs feuilles vertes brillant sous la lumière matinale. Mais alors qu'elle commençait à cueillir les feuilles avec soin, elle a entendu des pas derrière elle. Son cœur s'est serré. Elle s'est retournée pour voir un homme en costume sombre, debout à quelques mètres, qui l'observait. « Que faites-vous ici » a-t-il demandé d'une voix froide. « Je cueille des herbes pour un remède » a-t-elle répondu. Essayant de garder son calme, l'homme a plissé les yeux, et Aïssatou a remarqué qu'il portait des gants, comme s'il ne voulait pas laisser d'empreinte. « Vous devriez partir » a-t-il dit, sa voix devenant menaçante. Ce jardin n'est pas un endroit pour fouiller. Aïssatou a senti la peur monter en elle, mais elle a tenu bon. « J'ai besoin de ces plantes pour sauver une vie. Je ne partirai pas sans elles. » L'homme a fait un pas vers elle, mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, un voisin du jardin communautaire est apparu, un vieil homme avec une bêche à la main. « Tout va bien ici » a-t-il demandé, regardant l'homme en costume avec suspicion. L'homme en costume a reculé, marmonnant quelque chose avant de s'éloigner rapidement. Aïssatou a poussé un soupir de soulagement, mais elle savait que le danger n'était pas terminé. Quelqu'un surveillait ses mouvements, et elle devait agir vite. Le retour à l'hôpital. De retour à l'hôpital, Aïssatou a commencé à préparer le remède sous les regards sceptiques de certains médecins. Elle a écrasé les feuilles de menthe guérisseuse entre ses paumes,
comme sa grand-mère le lui avait appris. L'odeur était forte, pure, différente de la menthe ordinaire, avec des notes qui lui rappelaient le jardin de sa grand-mère sous le soleil d'été au Sénégal. Elle a placé les feuilles écrasées dans un petit bol métallique et a ajouté de l'eau chaude à la température exacte que sa grand-mère avait spécifiée. Alors que le mélange infusait, elle a murmuré une prière silencieuse, demandant à l'esprit de sa grand-mère de guider ses mains et de l'aider à se souvenir de tout correctement. Les autres spécialistes observaient avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Le docteur Moreau, une toxicologue qui avait été la plus vocale contre l'idée d'un remède à base de plantes, continuait de faire part de ses objections, mais même elle semblait intriguée par le processus. Après exactement 7 minutes, Aïssatou a filtré le liquide à travers un tissu propre. La préparation obtenue était d'un vert pâle, avec une vapeur qui portait l'odeur intense de la menthe guérisseuse. Elle l'a remise au docteur Chen, qui l'a connecté à un système d'humidificateur. « Allons-y », a dit le docteur Chen en activant le système. La vapeur a commencé à circuler dans l'alimentation en oxygène de Marc. Et en quelques minutes, l'odeur de la menthe guérisseuse a rempli la pièce. Au début, rien ne s'est passé. Les moniteurs de Marc continuaient d'afficher les mêmes lectures inquiétantes. Le docteur Moreau a croisé les bras, lançant un regard au docteur Lambert qui semblait dire « Je vous l'avais dit ». Mais ensuite, lentement, quelque chose a commencé à changer. Le rythme cardiaque de Marc, qui avait été erratique, a commencé à se stabiliser. Ses niveaux d'oxygène, qui avaient chuté régulièrement, se sont maintenus, puis ont commencé à s'améliorer légèrement. « Vous voyez ça ?» a demandé le docteur Moreau, pointant le moniteur cardiaque. Son rythme cardiaque se normalise. Un autre médecin a vérifié les réflexes de Marc. Ses réponses neurologiques s'améliorent aussi. C'est remarquable. Le docteur Moreau, malgré son scepticisme, ne pouvait pas contester les moniteurs. Je ne comprends pas comment c'est possible. Mais ses signes vitaux s'améliorent vraiment. Au cours de l'heure suivante, l'état de Marc a continué de se stabiliser. Ses niveaux d'oxygène sont revenus à des plages normales. Son rythme cardiaque est devenu régulier. Et son apparence générale s'est considérablement améliorée. La couleur grisâtre a quitté sa peau. Et sa respiration est devenue plus naturelle. Mais Aïssatou restait concentré sur Marc. Malgré l'amélioration de ses signes vitaux, il était toujours inconscient et sous respirateur. Le remède avait contré le poison. Mais son corps avait besoin de temps pour se remettre complètement de l'épreuve. Le mystère persiste. Alors que l'équipe médicale célébrait leur succès, Aïssatou a remarqué quelque chose qui l'a mise mal à l'aise. À travers la vitre de la chambre de Marc, elle a vu quelqu'un dans le couloir qui les observait. C'était un homme en costume sombre, le même qu'elle avait vu au jardin. Et quand il a réalisé qu'elle l'avait vu, il s'est rapidement éloigné. Quelque chose dans la présence de cet homme la troublait. Elle a pensé à la plante poison qui avait été placée délibérément dans le bureau de Marc. Et elle s'est demandé si celui qui avait essayé de lui faire du mal était encore là. Quelque part, la crise médicale était terminée, mais Aïssatou ne pouvait se débarrasser du sentiment que le danger persistait. Conclusion sincère. 3 jours après cette nuit dramatique, Marc Dupont était réveillé, mais encore faible. Les médecins l'avaient déplacé dans une chambre privée où il pouvait se reposer sans les équipements de surveillance constants. Aïssatou était retournée à ses tâches de ménage habituelles, mais elle passait vérifier l'état de Marc dès qu'elle le pouvait. Lors de son service de soir, elle a frappé doucement à sa porte. « Monsieur Dupont, je suis Aïssatou Diallo. C'est moi qui vous ai trouvé dans votre bureau. » Les yeux de Marc se sont concentrés sur son visage, et elle y a vu de la reconnaissance. « Vous, » a-t-il dit, sa voix encore faible, « vous êtes celle qui m'a sauvé la vie. » Aïssatou a secoué la tête. « Les médecins ont sauvé votre vie. J'ai juste un peu aidé. Les médecins m'ont raconté ce que vous avez fait. Ils ont dit que vous avez utilisé les connaissances de votre grand-mère pour préparer un remède que 10 spécialistes n'ont pas pu trouver. » Marc a lutté pour se redresser un peu. « Merci ne semble pas suffisant. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je suis juste contente que vous alliez bien. » Aïssatou a hésité, puis a décidé de partager ses inquiétudes. « Monsieur Dupont, avez-vous une idée de qui aurait pu mettre cette plante dans votre bureau ?» L'expression de Marc s'est assombrie. « J'y ai pensé. La plante n'était pas là quand je suis arrivé cette nuit-là. Quelqu'un a dû la porter après que j'ai commencé à travailler. Ils ont convenu de rester vigilants. Mais pour l'instant, Marc avait besoin de repos. » Aïssatou est partie, le cœur lourd mais rempli d'un sentiment d'accomplissement. Elle avait sauvé une vie grâce aux enseignements de sa grand-mère. Mais elle savait que le mystère de qui avait voulu tuer Marc restait entier. Ce n'était pas un happy ending parfait, le danger rôdait encore. Et la vérité était cachée dans l'ombre. Mais pour Aïssatou, la véritable victoire était d'avoir honoré la mémoire de sa grand-mère en utilisant son savoir pour aider quelqu'un dans le besoin. Elle savait que ce n'était que le début d'un long chemin pour découvrir la vérité. Mais elle était prête à l'affronter, portée par la force des anciennes leçons de sa famille.